ravie de vous retrouver dans la salle Henri Poincaré pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Donc notre première édition du Paris-Saclay Summit, bien évidemment en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, mais également avec l'Institut Polytechnique et organisé par le journal Le Point. Voilà, tout ça est dit. Alors, nous allons parler de mathématiques, mais pas seulement. Nous allons essayer de percevoir les mathématiques au travers du sport, de YouTube, de l'école. Alors, est-ce qu'on va à nouveau lorgner du côté de l'Asie et encenser la fameuse méthode dite de Singapour, ou au contraire, est-ce qu'on va voir qu'on peut faire davantage de mathématiques via des réseaux sociaux, via des exercices? Voilà, ça va être notre table ronde de l'après-midi. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Amandine Aftalion, mathématicienne, directrice de recherche au CNRS, responsable de la chaîne de popularisation des mathématiques Vidéo-Dimat, et Béatrice Parino, journaliste au Point. Bonjour à tous, bonjour Amandine, merci d'être là. Alors, première question, ça m'intrigue parce qu'on dit généralement que les maths et les femmes font deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous aimez les maths et comment on peut aimer les maths? Si vous pouvez me passer votre virus. Alors moi, c'est venu en troisième, j'avais une prof de maths, elle avait une voiture décapotable, elle était belle, elle avait un beau parfum. Et elle partait toujours la musique à fond. Et il y avait un côté, la prof de maths, elle était extra. Donc j'ai eu la chance d'avoir des enseignants de maths, parce qu'il n'y a pas eu qu'elle, après j'en ai eu d'autres, avec qui j'ai gardé encore des contacts. Vous voyez, ma prof de seconde, je l'ai appelée au téléphone il n'y a pas longtemps. Donc là, le premier virus, il vient quand même des enseignants. Et après, je suis quelqu'un qui aime regarder le monde avec les yeux de pourquoi. C'est comme ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» J'aime bien me poser des questions, être curieuse et essayer d'utiliser ma boîte à outils mathématiques pour expliquer. J'ai des collègues qui aiment les maths pour la beauté des maths. Moi, je suis pas du tout comme ça, à regarder un tableau plein de signes cabalistiques. Le week-end, je fais autre chose, je lis, je fais du sport. Mais j'aime comprendre, et les mathématiques, la science, ça aide quand même à comprendre beaucoup de choses autour de nous. Mais vous aimez aussi le sport, hein? Vous avez dit vous êtes sportive. Oui, je nage, mais pas sportive du dimanche. Ok. Alors, je ne sais pas, dans le public, quel est le profil des personnes qui suivent cette conférence? Peut-être si vous pouvez vous prêter au jeu de qui aime les maths dans la salle? Ah, quand même. On est au bon endroit, peut-être. Et qui aime le sport? Ah, il y a plus d'amoureux du sport que de maths, donc vous avez une petite mission, vous servir du sport pour les enrôler dans votre équipe, parce que d'ailleurs, c'est votre principal sujet de recherche. Comment vous en êtes venu, quand on est mathématicienne, comment on en vient à modéliser la performance sportive? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'ai fait ma thèse au début sur de la physique des basses températures, donc les atomes froids, très très froids, moins 273 degrés, mais où on utilisait de la minimisation d'énergie. Je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé aller écouter des confs, écouter des choses, et un jour j'ai écouté une conf où je me suis rendu compte que les gens parlaient de choses que je savais résoudre avec ma boîte à outils. Et c'est comme ça que j'ai changé de sujet de recherche un peu plus tard. Et puis un jour, j'ai ouvert un livre sur la physiologie de l'exercice pour me dire un peu comment améliorer mes performances. Et le livre commençait par le fait que toutes les fonctions mathématiques, c'était en gros celles qu'on voit en terminale, c'est-à-dire essentiellement la fonction exponentielle, logarithme, les puissances. Et que toute la physiologie de l'exercice, l'humain, s'expliquait avec ça. Alors, c'est pas complètement faux, parce que dès qu'il y a des courbes, souvent, on peut les approcher par des croissances ou des décroissances exponentielles. Et si on n'y arrive pas complètement, ben, on la coupe en morceaux et on met des morceaux, des morceaux et des morceaux. Et là, je me suis dit, moi, je sais résoudre des équations, je sais minimiser de l'énergie. Donc ça veut dire, s'il y a des exponentielles, ça veut dire qu'il y a des équations différentielles derrière. Donc il suffit de prendre les principes de la physique, d'en prendre suffisamment, et on doit arriver, en utilisant un système d'équations, en minimisant l'énergie humaine, à comprendre ce qui se passe. Alors vous y êtes mis, et qu'est-ce que vous modélisez? Alors en fait, avec les années, on rajoute des équations. Parce que le principe de la modélisation, c'est pas on s'assied et on écrit et ça marche.
La recherche, on passe plusieurs années et c'est un peu ce qu'a expliqué Descartes. Il faut couper la difficulté en morceaux. Donc là, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure des années. On a rajouté des équations dans le modèle qui permettent de mieux décrire l'humain. Donc il y a une première équation, c'est la mécanique qui va quantifier les variations de vitesse. La deuxième équation, c'est l'énergétique, c'est dire que je respire. Donc j'ai un débit d'oxygène que je transforme en énergie. C'est une première source d'énergie. J'ai une deuxième source d'énergie qui vient des sucres de mon alimentation, ce qui s'appelle l'énergie anaérobie, c'est-à-dire celle qui ne vient pas de l'oxygène. Et ces deux sources servent à produire une force de propulsion. Donc ça me fait une deuxième équation. Et celle qu'on a rajoutée plus récemment, parce qu'on a mieux compris au fur et à mesure en discutant avec des collègues, c'est le contrôle moteur, une équation du contrôle moteur et de la motivation. Alors ça vient des neuropsychologues, des neurologues, qui ont construit un modèle de coûts et bénéfices pour savoir comment le cerveau transmet l'information aux muscles et comment je suis motivée. Donc je ne sais pas si vous êtes plutôt du style je procrastine ou je fais tout de suite, mais donc ce groupe-là, l'Institut du cerveau et de la moelle, est arrivé à mettre en équation le fait que la plupart des gens procrastinent parce qu'en fait, ils minimisent l'effort. Et il y a une certaine façon de minimiser l'effort qui est de le repousser. Alors, dans le sport, si vous repoussez l'effort, vous ne gagnez pas la course, évidemment. Donc, nous, on a utilisé ces modèles pour arriver à mettre en équation ce qui nous manquait, c'est-à-dire le fait qu'il y a une force de propulsion qui est produite par les muscles, qui est contrôlée par le cerveau et la motivation. Et cette force de propulsion, elle va varier en fonction de l'athlète, de ses capacités, et plus on est motivé, plus on va fort, et plus on est motivé, plus on va vite. On peut jouer sur ces 3 variables, du coup pour un jour espérer non pas être forcément champion olympique, mais s'améliorer. Oui, alors pour l'instant, nous, on a adapté notre modèle aux champions, parce que c'est plus facile de faire une optimisation sur, sur quelqu'un où on est sûr qu'il a donné le meilleur de lui-même. Donc c'est comme ça qu'on a modélisé récemment Jacob Ingebrigtsen, le champion du monde du 1500 mètres, ou Femke Bol, la championne du 400 mètres. Par exemple, si on prend le premier champion dont vous avez parlé, champion sur 1500 mètres, me semble-t-il, on a la courbe de vitesse. Sa courbe de vitesse, on peut peut-être l'afficher ici, s'il vous plaît. On va la montrer. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas la bonne courbe. C'est pas ça, non. Parce que ce n'est pas une courbe de vitesse. Non, même si je ne suis pas mathématicienne, j'ai bien vu que. Mais c'est pas grave. Alors on peut peut-être, en tout cas, vous l'avez vu, que nous apprennent les maths de la performance de ce sportif, de ce champion. Donc c'est ça que pour répondre à la question sur comment faire aimer les maths, peut-être. Vous voyez, pour l'instant, je vous ai parlé avec des mots, je vous ai raconté des choses, et je vais encore en raconter pour répondre à votre question. Mais derrière, il y a des équations compliquées, il y a des variables de vitesse, de force, d'énergie, il y a toute une série de fonctions qu'on met en équation avec leurs dérivés. On écrit de la minimisation, on écrit même la minimisation de plusieurs choses qui sont à la fois le temps, l'effort, l'énergie. Et pour arriver à déterminer par ce modèle de coûts et bénéfices quelle est la meilleure stratégie. Et l'intérêt du modèle mathématique par rapport à ce que sait faire le champion, c'est que le champion, en fait, il sait faire de lui-même parce qu'il a le talent. Et le modèle mathématique va dire, OK, donc si j'améliore de 10% mon énergie, si j'améliore de 10% ma VO2, si j'améliore de 10% ma force de propulsion, mes muscles, etc., comment va varier ma stratégie? Donc sur une stratégie de course, c'est pas je varie tout un peu plus haut, parce que selon la variable, elle influe sur le départ, sur le milieu, sur la fin, et elle influe aussi de manière non linéaire. Donc l'intérêt là, du modèle est vraiment d'être prédictif par rapport à de la big data, et de comprendre, et c'est ça qu'on a fait dans notre dernier article, comment l'entraînement, l'amélioration de certains paramètres permet de changer la stratégie de course. L'article dont vous parlez est à paraître lundi prochain. Mardi, mardi, vous avez raison. Mardi.
brièvement, sans rentrer dans le détail, on va les laisser peut-être découvrir l'article mardi, mais quelles sont vos conclusions ? Donc là, on a étudié le 400 mètres, le 1500 mètres, et ça permet de comprendre comment les filières énergétiques jouent sur chaque course. Donc par exemple, sur le 400 mètres, que le départ se fait en énergie anaérobie, ça tout le monde le sait, mais sur un sprint, les coureurs partent à fond et décélèrent. C'est un des panneaux de l'exposition. Pourquoi les sprinteurs décélèrent-ils sur la fin de course ? Ils décélèrent parce qu'ils mettent tout... la meilleure stratégie de course, c'est de partir à fond, de partir le plus fort possible et ensuite de décélérer le moins possible. Donc ce qu'on arrive à calculer, c'est à comprendre quels sont les paramètres qui jouent sur la MIT, la décélération. Et c'est un ratio entre l'énergie anaérobie et aérobie. Donc c'est là, il y a des choses qui commencent à devenir un peu compliquées à expliquer, je dirais, sans tableau, sans formule. Mais c'est essentiellement Femke Bol, par exemple, la championne du 400 mètres, est capable de décélérer moins fort parce qu'elle a à la fois une énergie anaérobie très importante et un ratio d'énergie anaérobie contre l'aérobie qui est élevé. Donc c'est ça qu'on va aller regarder de manière assez technique sur les champions. Et pareil, sur le 1500 mètres, on a étudié Ingebrigtsen, qui est un champion norvégien. Le papa est champion, les frères sont champions. Il a été élevé, non pas dans le chocolat au lait, mais dans le 1500 mètres et la course et la VO2. Et en fait, il a une cinétique de VO2 qui est très rapide, ce qui lui permet de partir un peu moins fort. C'est ça qu'on comprend avec les mathématiques. Et de tenir sa VO2 sur l'ensemble de la course. Donc on arrive comme ça à relier, à partir de données de vitesse, une stratégie de course de manière assez précise. Ce qui veut dire, si je comprends bien, qu'on peut optimiser sa course à chaque instant. Parce que vous avez pris... Non, justement. Alors ça, il ne faut pas croire ça. L'optimisation... Alors, bon, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, l'optimisation, parce que c'est mon métier. Et parce que c'est quand même une question qu'on se pose souvent. Si vous partez quelque part, maintenant, tout le monde met Google Maps. Et la question est, par quel chemin je passe ? Alors certes, par quel chemin, mais c'est le chemin qui permet quoi ? D'aller le plus vite, de coûter moins cher, de faire le moins de kilomètres, parce que parfois on préfère faire une distance un peu plus petite, mais ça prenne un peu plus de temps. Et ça peut prendre plus de temps à pied ou à vélo, parce que ça monte et ça descend, vous voyez. Donc il y a plein de critères. Et derrière, c'est des modèles, à chaque fois des modèles économiques, en fait, de coûts et bénéfices. Savoir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça me rapporte. Et l'optimisation, c'est ça. Et j'ai perdu, je suis désolée, le fil de votre question sur... Ma question, c'était finalement si il était possible d'optimiser sa course à chaque instant. Voilà. Parce que la réponse, c'est que c'est pas à chaque instant, c'est que l'optimisation est un phénomène global. C'est-à-dire que nous, on va donner une réponse, quelle doit être finalement la vitesse à chaque instant, l'effort à chaque instant, mais la réponse ne s'adapte pas à chaque instant, parce que c'est un peu comme votre trajet. Si vous avez tourné au mauvais endroit, instantanément, ça ne devient plus la même chose. Donc, c'est vraiment, les critères sont globaux. Parfois, c'est assez contre-intuitif, mais c'est le cas. Vous avez souligné les caractéristiques principales d'un 400 mètres, à savoir démarrer sur une forte accélération, à l'arrivée décélérer, mais le moins vite possible, si je puis dire. Les caractéristiques du 1500 mètres, 400 mètres, on est d'accord, c'est un tour de piste. 1500, je suis pas nulle en maths. Si nulle que ça, je pense que c'est moins de 4 tours. Presque 4 tours, oui. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça demande un effort supplémentaire. Quelles sont les caractéristiques ? Parce que généralement, on dit, je ne veux pas dire de bêtises, mais que les courses rapides, c'est les courses de 100 mètres, de 400 mètres. Et 1500, on arrive déjà à un autre type de course, un autre profil de coureur. Oui, on est sur le début de la course d'endurance, puisque au niveau de la VO2, on atteint un palier. Donc c'est une course où on accélère très fort en début de course pour mettre en route le système aérobie et où il y a un sprint final. Donc le 1500 se court en accélération. Et évidemment, toute la stratégie en championnat, c'est de ne pas se laisser épuiser par ceux qui courent trop vite au début et être capable de fournir l'accélération finale.
On a parlé beaucoup de course à pied, mais vous êtes intéressé à de multiples sports. Il y en a un qui, moi, m'intrigue beaucoup pour l'avoir subi quand j'étais au lycée. Nous, on apprenait à sauter au ciseau le soir en hauteur. Et quand on regarde les champions à la télévision, c'est le fameux Fosbury qui a tout changé dans l'histoire du saut en hauteur. Je ne maîtrise pas, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce qui fait qu'on saute plus haut quand on saute en Fosbury qu'en ciseaux ? Alors c'est drôle que vous posiez cette question parce que donc j'ai écrit ce livre là, Pourquoi est-on penché dans les virages ? C'est 43 questions assez simples avec des pourquoi. Et donc il y en a une sur le Fosbury et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est la question que j'ai préférée. Alors j'étais absolument sidérée parce que c'est quelque chose que j'ai mis un peu par hasard, donc je trouve ça assez amusant que vous posiez la question. Donc le Fosbury... C'est le saut qu'on voit à droite. Hein. Voilà, c'est peut-être que certains d'entre vous savent le sauter, mais... donc l'idée, c'est qu'il faut emmener son corps au-dessus de la barre sans faire tomber la barre. Mais quand vous calculez en fait comment monte le corps, ce qui est important, c'est pas, ce qui est important pour passer au-dessus de la barre, c'est les fesses, les hanches, etc. Mais ce qui dépend de la hauteur à laquelle vous montez, c'est le centre de gravité. Donc il y a une vraie étude de comment se place le centre de gravité, comment je fais monter mon centre de gravité. Donc le centre de gravité, c'est le centre du corps. On va peut-être remettre, s'il vous plaît, le diaporama, comme ça on voit le centre. Donc si vous avez une haltère, vous la prenez au milieu. Si elle est 2 fois plus lourde d'un côté que de l'autre, vous la prenez décalée, ce qui correspond au fait que le centre de gravité est décalé. Et quand vous avez un corps, le centre de gravité, c'est à peu près le centre des masses. Donc si je suis debout, c'est au niveau de mon nombril. Et puis si je commence à me pencher, là, comme ça, alors je vais essayer de ne pas sortir du champ de la caméra, mais je peux me pencher, mon centre de gravité, du coup, il va se déplacer en avant, et puis il va un peu sortir de mon corps. C'est-à-dire, si je suis assise, mon centre de gravité est en gros par là, si je me penche, il se déplace avec moi. Et si vous êtes au cirque et que vous voyez des clowns, vous les voyez capables de se pencher beaucoup, beaucoup plus que vous. Et en gros, la raison, c'est quoi ? C'est qu'ils ont des chaussures très longues, donc ils peuvent se pencher tant que leur centre de gravité est au-dessus de leurs chaussures. Donc c'est très très puissant la notion du centre de gravité, et si vous essayez de vous pencher, vous verrez que globalement vous tombez au moment où le centre de gravité dépasse le bout de votre chaussure ou dépasse le bout des endroits sur lesquels vous êtes en contact avec le sol. Donc tout ça pour dire que quand on bouge son corps, et c'est là la force des athlètes, quand on bouge son corps, on déplace le centre de gravité. Donc si je suis en ciseaux, j'ai mon centre de gravité qui est à peu près resté au niveau de mon nombril. Si je suis en train de faire un pont où je suis dans une position de Fosbury, de rouleau dorsal, j'ai mon centre de gravité qui est en gros en dessous de moi, à peu près sous le pont. Donc c'est pratique parce que la hauteur à laquelle monte le centre de gravité dépend de essentiellement la vitesse d'appel que je suis capable d'avoir, et en tout cas la vitesse que je suis capable de transformer en vitesse verticale. Et donc, s'il faut que je fasse monter le centre de gravité en dessous de la barre, c'est plus pratique que d'avoir à le faire passer au-dessus de la barre. C'est tout simple. Voilà. Il fallait juste y penser. Il fallait juste y penser. Et lui y a pensé. Donc, en général, ce genre de choses, c'est les sportifs qui le trouvent sans équation, sans mathématiques. C'est, je dirais, le talent, l'expérience, l'habitude. Et il y a beaucoup de choses qu'on comprend après coup. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on comprend avant et pour lesquelles on peut aider les sportifs. Mais les affaires de centre de gravité, c'est quand même assez intuitif dans le corps et que ça a commencé avant les calculs. Alors, il y a un sujet, les sportifs courent derrière deux choses. Surtout, c'est la victoire, mais ils aiment aussi autrement inscrire leur nom au panthéon du sport, c'est décrocher des records. Compétition après compétition, on voit des records tomber, parfois c'est au centième de seconde près. Est-ce que jusqu'où peut aller l'homme ? Est-ce qu'il y a une règle ? Que nous disent les maths ? Est-ce qu'on peut continuer à courir plus vite, à sauter plus haut ? Alors là, je ne suis pas sûre que ce soit les mathématiques qui répondent à la question. Il y a beaucoup de critères pour améliorer les records. Il y a, je dirais, celui sur lequel on repose le plus en ce moment, c'est quand même le changement des règles. Par exemple, en athlétisme, je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont changé les règles sur les stades, c'est-à-dire maintenant on ne court plus sur les lignes 1 à 8, on peut courir sur les lignes 2 à 9. Donc forcément, sur les lignes 2 à 9, il y a moins de force centrifuge que sur 1 à 8.
Donc ça permet d'avoir des records qui ne sont plus les mêmes. Pareil pour les piscines, il y a une époque où on a augmenté la profondeur des piscines, donc ça permet d'avoir moins de résistance pour les nageurs. Donc le changement des règles, on y réfléchit beaucoup. Nous, on a proposé de raccourcir les lignes droites des stades pour avoir un rayon dans les virages qui est plus grand. On a essayé de convaincre les instances à Monaco de laisser les stades être construits différemment. On n'y est pas encore arrivé. Ils ont prétendu que c'était les javelots risquaient d'aller tuer les spectateurs. Ce qui est une bonne raison. Mais vous, dans l'exemple que vous donniez, rallonger la courbe droite, la ligne droite, qu'est-ce que ça... Non, raccourcir. Raccourcir la ligne droite, qu'est-ce que ça changerait? C'est raccourcir la ligne droite, ça permet sur un 400 mètres d'avoir un virage qui est plus long. Donc si vous avez un virage plus long, en fait, le rayon du virage est plus grand et vous avez une force centrifuge moins grande, ce qui est la même chose que ce qu'on fait en passant sur les lignes 2 à 9. On diminue la force centrifuge, donc ce qui est susceptible de ralentir le coureur. Donc, automatiquement, nos résultats, on battrait moins souvent de records si on adoptait cette règle-là. Non, au contraire. D'accord. Oui, j'ai beaucoup de progrès à faire, je vous ai dit. Je vous fais répéter volontairement aussi. Je vous donnerai ma note au bac en maths à la fin. Je vous la soufflerai. Non, mais justement, je crois que, si vous voulez, quand j'ai écrit le livre, j'ai vraiment essayé de répondre aux questions à différents niveaux. Donc, ce sont des questions qui sont tous des pourquoi. Il y a 43 pourquoi. Et c'est un peu la façon dont j'aime aborder les mathématiques. C'est-à-dire que répondre... Je ne prends pas la craie et je me mets à écrire au tableau. Voilà, j'aime répondre avec des mots, comme le disait un journaliste du Monde, quelque chose que les gens peuvent raconter en soirée à leur prochain dîner. Voilà, donc ça, c'est ma façon d'aborder les mathématiques. C'est essayer de dire le monde autour de nous, il est explicable par la science. Je suis curieuse, je regarde, j'essaie de comprendre et j'essaie de mettre des mots sur ce que je comprends. Alors après, évidemment, il y a un deuxième niveau qui est, je mets plus les mots, je mets les équations. Donc je prends mon bloc Rhodia, mon crayon et je gribouille. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut quand même expliquer avec des mots sans partir sur un langage qui peut être difficile à comprendre. D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube accessible. J'espère que... Est-ce que je pourrais comprendre ce que vous racontez ? Oh, je crois il y a beaucoup de vidéos. A priori, ça s'adresse plutôt aux enfants. Donc ça s'adresse au grand public. Au départ, la chaîne a été montée pour être utilisée par les professeurs en classe. Parce que je faisais une conf justement sur le sport. Et il y a un proviseur de lycée à Grenoble qui est venu me voir et qui me dit « Mais est-ce que vous pourriez en faire d'autres ?» Et je lui dis, quand même, moi, je travaille sur un certain sujet, je sais parler de mes sujets, mais je ne peux pas parler de tout à la fois, je ne suis pas compétente. En général, les chercheurs, ils aiment bien parler de ce qu'ils font, mais pas... alors qu'à partir du moment où, vous voyez, par exemple, j'ai écrit ce livre, et maintenant, on m'interroge sur tous les sports possibles et imaginables, donc il y a plein de sports sur lesquels j'ai absolument aucune idée, mais à partir du moment où j'ai écrit un livre, je devrais pouvoir parler de tout. Donc non, j'ai dit, je ne sais pas faire, mais je vais en parler avec des collègues, et on va essayer de se mettre à plusieurs et de raconter nos sujets de recherche d'une manière accessible. Donc au départ, l'idée était donc de parler à des professeurs qui allaient montrer ça en classe, au collège, lycée, pour montrer que les mathématiques sont un peu différentes des livres dans lesquels on étudie en classe. Et en fait, il s'est avéré que la chaîne a eu beaucoup de succès en dehors des écoliers, auprès du grand public général, pas mal de retraités qui se mettent à regarder des maths une fois à la retraite, qui ont le temps et qui se disent mais en fait j'ai pas compris assez de choses avec les mathématiques, donc je m'y remets. Et puis pour faire la publicité de notre chaîne, j'ai eu l'idée de monter un concours à destination des collégiens lycéens où ils doivent eux fabriquer des vidéos de moins de 3 minutes pour justement montrer que les mathématiques sont actuelles, plaisantes, amusantes, autour de nous, sans grande formule, mais en lien avec une autre discipline. Et ça a bien marché. Vous en avez regardé ? Non. Pourtant, vous m'en avez conseillé. Oui, je vous en avais conseillé une. Je pensais que vous l'auriez regardée. Oui, c'était là sur la feuille A4. Voilà, celle qui a gagné le concours l'an dernier, c'est pourquoi la feuille A4 fait 21,29,7 cm.
Donc effectivement, une fois qu'on se dit pourquoi c'est 29,7 et pas 6, 8, 30, c'est un peu bizarre comme format. Donc voilà, il y a toute une classe de Niort qui s'est amusée en 3 minutes à expliquer ça. C'est assez réussi. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la réponse ou vous voulez vraiment que je regarde la non, vidéo? c'est un peu dommage de casser le charme parce qu'ils ont vraiment fait un scénario. Vous voyez, ils ont fait la vidéo à 30. Je crois pas qu'il soit à 30 à l'image, mais voilà, il y en a pour 3 minutes. Donc, Mais c'est des petits. Ils ont quel âge? des lycéens, enfin, je sais pas, probablement plus grands que moi la plupart. Non, là c'était le concours lycée, donc je sais pas s'ils étaient entre seconde, première, terminale. Et il y en a d'autres qui vous ont surprise de vidéos, d'explications de pourquoi? Il y a beaucoup de vidéos qui sont très bien. Alors en général, dans le jury, on a beaucoup de mal parce qu'on a des goûts très différents entre les membres du jury. Donc moi, j'aime bien les choses qui sont simples. Et par exemple, j'avais beaucoup aimé une vidéo sur Didon, la reine de Carthage. Et j'avais des collègues qui l'aimaient moins parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de contenu mathématique. Donc tout ça, après, dépend des goûts de chacun. Mais voilà, sur la chaîne, on peut voir les vidéos gagnantes. Il y a à la fois donc, nos vidéos de chercheurs et les vidéos gagnantes du concours. Et puis cette année, on a encore 6000 jeunes qui sont partis pour l'aventure. Donc résultat vers mai ou juin. Et vous me disiez, il y a beaucoup de filles qui participent. Oui, alors ça, c'est une question classique. Enfin, vous aviez commencé par ça. Je suis une femme, je fais des maths. C'est sûr que quand je m'étais posé la question, qu'est-ce que je vais faire, j'avais la mère d'une amie qui était prof de maths qui m'avait dit « Fais pas des maths, c'est terrible, tu verras ». Et je me suis dit « Quand même, ça me tente, je vais essayer ». Et les femmes aiment et sont bonnes pour vulgariser, pour expliquer. Et donc, dans le cadre des vidéos, effectivement, il y a beaucoup de filles qui prennent part aux vidéos et qui expliquent les choses. Souvent, elles écrivent les scénarios et les garçons font les simulations. C'est caricatural. Bon. Est-ce que quand vous dites ce que vous faites, que vous êtes mathématicienne, quel effet ça fait sur les autres? Ça dépend à qui. Un non-scientifique. Non, en général, je le dis pas comme ça. Je commence pas, je suis mathématicienne. J'aime bien parler de ce qui m'intéresse. Et à la fin, les gens disent mais finalement, tu fais quoi? Et voilà, donc ils l'ont découvert plus tard. Mais non, moi, la curiosité... Est-ce que ça effraie les maths encore aujourd'hui? Je pense que ça effraie parce que ça correspond à un langage qui paraît barbare. C'est un peu comme vous êtes dans une salle où les gens parlent une langue que vous ne comprenez pas, c'est pas très amusant. Et parfois, les mathématiques, ça fait cette impression-là. C'est une langue que l'on ne comprend pas. Alors, parce qu'il y a des signes bizarres. Pourquoi est-ce qu'il y a des lettres au milieu d'autres signes? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un peu un groupe de gens qui se comprennent, mais qui n'ont pas envie que les autres comprennent la même chose. Donc, je crois qu'il faut juste passer le cap du fait de se dire... C'est comme apprendre une langue étrangère. Quand vous apprenez une langue étrangère, il y a 2 solutions. C'est soit vous vous immergez et vous attendez de voir ce qui se passe, soit vous commencez à apprendre le vocabulaire, la grammaire, dans l'ordre, dans la phonétique, même pour certaines langues, l'alphabet, etc. Donc là, c'est plus rébarbatif. Et c'est sûr qu'à l'école, on a tendance à le faire façon parfois un peu rébarbative. Alors que l'immersion, ça peut être pas mal aussi. C'est plus dur au début, mais c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir confiance en se disant « ça peut être intéressant, je tente l'aventure ». Mais là, vous posez... Il faut être proactif, mais ceux qui enseignent les maths, peut-être qu'il y en a ici dans la salle, comment peuvent-ils faire en fait? Parce que à l'école, on a comme vous dites, il y a des signes qu'on ne comprend pas toujours. Comment arriver à faire comprendre à un enfant, un adolescent, que les maths sont utiles? Parce que c'est toujours ce qu'on dit, il faut que tu apprennes à compter parce que voilà. Alors là, je crois que vous posez beaucoup de questions à la fois. Je vais essayer de retenir tout ce que je veux dire comme réponse. Comment enseigner les maths? Je pense que ça dépend à qui on parle.
Mais la meilleure chose pour enseigner, c'est quand même adorer ce qu'on fait et transmettre sa passion. Quand je vous ai dit au début, ma prof de maths avec sa voiture décapotable, je ne suis pas du tout voiture. Mais il y a le côté, la passion, ça se transmet. Et ça, je pense que ça passe auprès de certains. La deuxième chose, vous avez parlé d'utilité. Alors, l'utilité... Il y a beaucoup de mes collègues qui diraient non, les maths, c'est pas utile. Les maths, c'est bien pour les maths parce qu'il faut développer un outil qui a, je dirais, qui tient debout. Moi, vous voyez, je suis plutôt quelqu'un, je suis pas tellement à développer les outils. Moi, j'ai une boîte à outils, je l'emporte avec moi, donc je fais des mathématiques dites appliquées. Et la boîte à outils, j'essaie de sortir l'outil de ma boîte qui convient pour essayer de résoudre le problème qui m'intéresse. Donc le problème qui m'intéresse, selon les années, ça a été de la combustion, de la supraconductivité, des atomes froids, du sport. Voilà, donc c'est un peu, vous voyez, comme le plombier qui vient réparer plusieurs parties de votre maison. Moi, je m'intéresse en fonction de mes outils que je connais bien et que je sais appliquer à certaines choses. Alors après, l'utilité dans la vie quotidienne, c'est pour ça que j'ai développé le concours auprès des jeunes, parce que justement, les applications, elles sont multiples. Mais il y a des applications qui sont bêtes et pas intéressantes. Vous voyez, par exemple, quand je suis au supermarché et que je me pose la question de savoir si j'achète le gros paquet de céréales ou le petit paquet de céréales, ma fille, quand elle était petite, elle me disait « Mais pourquoi t'achètes pas le gros ? Puisque forcément, on en a besoin de beaucoup, donc il faut acheter le gros. » Et là, je lui dis « Non, il faut calculer proportionnellement laquelle nous revient le moins cher. » Et quand elle a commencé à calculer, elle était épatée parce qu'en fait, les gros paquets reviennent plus chers. Parce qu'évidemment, ils partent du principe que les gens vont considérer que si on achète le gros paquet, le prix au kilo est diminué. Et en fait, maintenant, c'est le contraire. Enfin, souvent, c'est le contraire. Donc, l'utilité pour le porte-monnaie peut être de juste savoir compter. Mais c'est pas passionnant. C'est pas la chose des mathématiques que je préfère. Mais par contre, dans la vie quotidienne, vérifier la monnaie quand on paie en liquide ou ce genre de choses, ça peut être utile pour ne pas perdre trop d'argent. Ouais. Alors moi, je vais vous faire un aveu. Je regarde sur les étiquettes, je ne calcule pas parce qu'il y a sachez-le, il y a écrit le prix au litre ou le prix au kilo. C'était pas le cas. C'était pas le cas. C'est pas toujours le cas et c'est écrit parfois très très petit. Et c'était pas le cas quand mes enfants étaient petits. Très bien. On va peut-être laisser la parole au public. Vous posez quelques questions. Oui, bonjour. J'ai levé la main quand vous avez posé la question qui aime les maths, mais je dois avouer que je ne suis pas bon en maths, mais j'aime les maths. Voilà. Cette précision faite, je pense qu'il y a aussi une dimension. Moi, j'ai aimé les maths aussi quand on m'a parlé des mathématiciens et des mathématiciennes. J'ai adoré la vie de Sophie Germain ou la vie rocambolesque d'Évariste Galois. Je pense que d'aborder pour les gens qui n'aiment pas les maths, de leur dire qu'ils vont peut-être aimer les mathématiciens et les mathématiciennes, ça peut être une assez bonne chose, parce que globalement, même si ça sert peut-être à rien ou qu'on ne veut pas que ça serve à quelque chose d'immédiat, ça permet au moins de découvrir un peu de l'histoire des mathématiques, ce qui est toujours intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, dans les vidéos, il y en a une, j'interviewe Isaac Newton. C'est une des vidéos dont je suis la plus contente. On arrive à faire bouger la bouche de Newton et il répond à des questions. Donc effectivement, quand je disais transmettre la passion, c'est soit l'enseignant, soit transmettre la passion de quelqu'un qui a eu la passion des mathématiques. Donc typiquement, Sophie Germain, Ada Lovelace, Isaac Newton, Descartes. Donc il y a une autre vidéo sur Gaspard Monge où on raconte effectivement la vie de Gaspard Monge. Pour moi, c'est une façon de montrer qu'il y a des gens qui se sont posés des questions et de comprendre comment ils sont arrivés à leurs réponses. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Découvrir la vie de gens qui ont apporté quelque chose aux mathématiques, c'est passionnant. Vous avez expliqué pourquoi est-ce que les maths peuvent être intéressantes pour les jeunes. Et moi, je pense qu'il y a un autre aspect, c'est celui que les maths sont intéressantes pour développer la logique. Et c'est un outil en fait, d'apprentissage de la logique en général. Et je me demandais donc, dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que finalement les filières littéraires
n'ont pas de mathématiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît naturel ? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être corrigé, tout comme les filières scientifiques font de la philosophie, de la littérature, etc. Alors, il y a 2 questions, je trouve, dans votre question. La première sur la logique. Je pense que la logique, c'est très important. Et j'ai un étudiant en ce moment qui prépare une vidéo sur la logique. Donc, vous voyez, on s'était dit, voilà, il faut arriver à comprendre la logique. Et alors, c'est très drôle parce que je dois le voir lundi. Il a lu énormément de choses. Et évidemment, plus il lit, plus c'est compliqué et plus il a envie de l'expliquer de la manière la plus pointue possible. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je raconte les choses de manière simple, mais du coup, c'est vraiment pas intéressant ? Ou est-ce que je dis tout ce que j'ai compris ? Mais là, personne ne va comprendre. Voilà. Donc, il en est là. Donc moi, vu tout ce que j'ai dit, je pense que vous avez compris ma vision des choses. Lui, il penche très fort sur « je veux tout dire ». Donc, je ne sais pas du tout comment ça va finir, cette aventure. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. Je trouve la logique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce n'est pas facile à raconter de manière simple. Et ça va très loin dans la conceptualisation. Alors après, pour les filières littéraires, je ne suis pas sûre exactement de ce à quoi vous faites allusion, parce qu'il y a des prépas, alors ça dépend à l'université, mais il y a maintenant des prépas littéraires BL qui ont des mathématiques et qui sont conseillés aux gens qui ne veulent pas abandonner les mathématiques. Mais c'est drôle que vous posiez cette question, parce que moi j'ai une fille qui est en terminale. Jusqu'au début de son année de la terminale, elle était décidée à faire une hippocagne classique. Et là, elle m'a dit « Maman, je me suis rendu compte que j'aime les maths, je ne peux pas arrêter les maths, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, donc je pense que la question, elle se pose, et elle se pose d'autant plus qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a de plus en plus d'utilisation potentielle, je dirais, de l'intelligence artificielle, mais pas juste l'intelligence artificielle, enfin d'outils statistiques, mathématiques, de visualisation, de reconstruction en archéologie. Il y a énormément de gens qui sont ingénieurs de recherche et qui aident, quand on veut reconstruire Notre-Dame, il n'y a pas que aller lire les œuvres du passé et être dans des matières littéraires. Donc je pense qu'en France, on a une faiblesse de ce côté-là, parce que ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, il y a, en Angleterre, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de filières qui associent ce qui s'appelle les humanités avec un peu de mathématiques. Voilà, donc, mais je pense qu'on va forcément aller vers une évolution de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Bonjour. Oui. Ah. Du coup, petite question qui mêle performance sportive et mathématiques. J'ai entendu un témoignage de Florent Manodou qui avait eu réussi les 50 mètres nage libre sans respirer. Est-ce que vous pouvez vous décaler, parce que vous êtes dans le... Je vous vois pas du tout et je vois que de la lumière. Ah voilà, très bien. Parce que, oui, donc voilà, donc du coup, Florent Manodou a remporté le titre à Londres du 50 mètres nage libre et a avoué ne pas avoir respiré du tout durant toute la course. Mm-hmm. Donc ce modèle, il est assez étrange en termes de stratégie pour gérer son souffle pendant toute sa course. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être modélisé ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être reproduit ? Est-ce que c'est un coup de chance pour qu'il puisse justement réussir cette course sans respirer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense que c'est fou. Aujourd'hui, vous touchez toutes les questions d'actualité. Donc, il y a la logique, c'est la vidéo lundi prochain. Et la natation. Donc, moi, je nage. Donc, je suis particulièrement sensible à la natation. Aujourd'hui, les modèles de natation qu'on a sont des modèles de mécanique, c'est-à-dire que on sait, et de manière très précise, où est-ce qu'il faut mettre les bras, les jambes, comment il faut pousser, qu'est-ce qui est optimal pour rester sous l'eau, de ressortir au bout de 13 mètres ou 14 mètres ou plutôt 15. Mais dans tout ce qu'ils ont fait récemment, et c'est des collègues de l'école des ponts qui ont fait ça le plus récemment,
ils font un modèle uniquement mécanique, comme si leur athlète n'avait pas de tête, pas de cerveau, donc ils lui ont coupé le cerveau, ils lui ont coupé la respiration, et donc il y a un certain nombre de nageurs qui ont dit « mais attendez, moi, vous m'avez fait changer ma distance de sortie d'eau, mais ça me fatigue ». Évidemment, ils n'ont pas mis la fatigue dans le modèle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est important d'aller utiliser des modèles qui mettent la mécanique, donc la forme de la façon de nager d'une certaine manière, la façon de pousser sur l'eau ou d'utiliser l'eau pour être repoussé, mais de le coupler avec l'énergétique et avec le cerveau, donc avec la respiration. Et avec le reste de l'énergétique. Et c'est effectivement, si on nage 20 mètres sans respirer ou 50 mètres sans respirer, on n'est pas du tout dans le même état à la fin que si on a respiré. Alors, on n'est pas dans le même état parce qu'on n'a plus de souffle, mais aussi parce qu'on a nagé d'une manière différente et qu'on n'est pas allé sorti la tête de l'eau en perdant du temps. Donc tout ça, c'est essentiel à mettre dans le modèle. Et quand mon article sort mardi, je sais plus, enfin quelque chose comme ça, la première chose que je fais, c'est que j'écris à mon collègue qui s'occupe de la natation, parce que moi je nage, mais j'ai jamais modélisé la natation, pour lui expliquer qu'il faut absolument qu'il prenne les équations supplémentaires d'énergétique. Mais comme l'article, on l'avait pas sorti, c'est un peu délicat. Enfin, je l'avais dit à un exposé, et il m'a dit « ah oui, ah oui ». Voilà, donc c'est brûlant comme sujet. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis chef de projet pour un réseau de médiathèques. Oui. Donc j'ai deux questions. Déjà, je voulais rebondir sur la question de la logique. L'œuvre littéraire et philosophique a une logique. Et je trouve ça assez fascinant dans la question de la conception du récit, la conception aussi du cheminement de pensée qui se fait avec la littérature, voilà le parallèle qui peut être fait. Est-ce que vous savez si certains de vos collègues mathématiciens travaillent sur la question de comment on analyse avec des mathématiques une œuvre artistique ou littéraire ? Alors là, c'est très très loin de mes compétences, mais je me rappelle avoir assisté à une conférence. Alors quand vous dites artistique et littéraire, je suis sûre qu'au niveau artistique, il y a beaucoup d'études qui vont justement aller chercher les styles et ce genre de choses qui reposent sur de l'intelligence artificielle d'une certaine manière. Et pareil sur les œuvres littéraires, l'utilisation de certains mots, de certaines tournures de phrases. Voilà, donc si vous voulez, c'est très loin de ma vie parce que moi, je suis Madame Équation. Donc j'aime me poser une problématique que je vais mettre en équation. Donc ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle où au sens c'est quelque chose qui va revenir, qu'on va essayer, un espèce de motif qu'on va essayer de retrouver. Et le motif, il peut être pictural, il peut être sous forme de mots, de lettres, etc. Donc je sais qu'il y a une équipe très performante en Suisse, je ne sais plus si c'est Genève ou Lausanne, et j'avais entendu l'exposé de cette dame. Et voilà. Et je sais qu'à l'école normale supérieure, il y a des gens aussi qui travaillent sur ce genre de choses, mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évacué très rapidement le côté esthétique des mathématiques en sous-entendant que ce n'était pas forcément celui qui vous avait le plus intéressé. C'est pas le propos de ma question. Pardon. Ma question va être complémentaire et peut-être un peu provocante. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre tous ces gens qui disent « Oh là là, les mathématiques, c'est horriblement compliqué ». Et je pense plutôt que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus simple dans toutes les activités qu'on peut avoir. Alors déjà, la physique, il faut modéliser le monde avec des mathématiques, il faut faire des mesures, ça ne marche pas toujours. La biologie, c'est encore pire. La chimie, c'est entre les deux. La médecine, j'en parle pas. Mais si on continue, l'histoire, c'est extraordinairement compliqué. Je me rappelle, ma fille me disait, aujourd'hui, on a parlé de la chute de Constantinople à l'école. Et puis, il y a quelqu'un qui a levé la main, qui a dit, mais c'est pas la chute de Constantinople, c'est la conquête de Constantinople. Donc, l'histoire, c'est très compliqué. La politique, alors là, on n'en parle pas. Le journalisme, c'est très compliqué le journalisme. Il faut faire des articles, il faut mettre ça dans une revue, la vendre, enfin, gérer la publicité. Et à côté de ça, mais les mathématiques, c'est extrêmement simple. Et pourquoi on n'en fait pas un argument ?
pour dire, mais écoutez, tout ça c'est vachement compliqué, vivre c'est très compliqué, mais les mathématiques c'est fabuleusement simple, avant même d'être beau. Qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, moi, quand je prends mon bloc Rhodia et que j'écris des pages de calcul et qu'elles sont fausses, et puis au bout d'1 mois et demi, j'arrive à faire le calcul juste, je vous dirais pas que c'était simple. Alors je peux vous dire, je suis vraiment fatiguée et très mauvaise, mais ça dépend de la façon dont on regarde le problème, je dirais. En tant que science qui se développe à partir d'une hypothèse et arrive à des conclusions, etc., il y a peut-être des choses qu'on peut voir de manière simple et je vois de quoi vous parlez, mais la façon dont moi je pratique les mathématiques au quotidien, je présenterai pas ça à quelqu'un en disant voilà c'est simple, mais je suis très ouverte sur des vues différentes et quand je vous dis j'ai des collègues qui vraiment je sais pas s'ils considèrent que c'est simple ou compliqué ce qu'ils font. Il y en a beaucoup, pour moi c'est très compliqué parce que je comprends rien. Mais ce qui leur plaît, c'est une certaine esthétique et c'est ça qui leur fait plaisir. Voilà, je pense qu'on peut aimer les mathématiques pour des raisons très différentes. Mais moi, mon expérience, voilà, j'ai du mal. Ce serait pas le premier adjectif qui me viendrait. Mais peut-être vous voulez répondre. Oui, effectivement, j'ai été un peu rapide en disant les maths c'est facile parce que je pensais à des collégiens, des lycéens, c'est-à-dire des gens en formation à qui on propose de suivre des raisonnements mathématiques qui ont déjà été bien établis, de trouver des réponses à des exercices relativement bien balisés. Et bien évidemment, je n'évoquais pas la recherche en mathématiques où il s'agit d'explorer des territoires inconnus ou domaines dans lesquels je ne suis pas moi-même et où je me garderais bien de dire que là c'est facile. Donc évidemment, je n'osais pas prétendre que ce que vous faites est facile. Ah non, mais je dirais, pour le grand public, pour un jeune homme, une jeune femme qui fait des mathématiques de collège ou de lycée, ou même un peu après, c'est diablement plus facile, enfin, si on fait un petit grain évidemment de provoque, hein, j'en suis conscient, que bien d'autres domaines. C'est-à-dire, vous prenez deux humains de civilisations ou d'aires géographiques très différentes, vous les mettez tout de suite d'accord avec un exercice de résolution d'équations d'ordre 2. Allez les mettre d'accord sur un point philosophique, spirituel, historique, politique. Vous voyez ? Il y a deux choses différentes qui sont les mettre d'accord ou le comprendre. Je suis d'accord avec vous que quand on est à l'aise, les mathématiques de collège, c'est assez simple. Et pourtant, il y a plein de collégiens qui trouvent ça compliqué. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est quand même qu'ils ont un a priori comme quoi ça va être compliqué. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très important dans les maths, c'est la confiance en soi. À partir du moment où on a confiance qu'on va comprendre, et c'est pour ça qu'en général, moi j'aime dire, j'essaie de comprendre la vie autour de moi, parce que quand on a confiance, qu'on va comprendre un problème mathématique, on le comprend beaucoup mieux que si on se dit, oh là là, c'est incompréhensible. Et dans la présentation qui est faite à l'école, enfin à l'école au sens large, aujourd'hui, il y a un a priori, effectivement, que ça va être compliqué. Alors que je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait, moi, mes parents, ils étaient à Aurillac, on parlait pas français à l'époque, ils parlaient le patois, et à la fin de leur primaire, ils parlaient pas bien français, mais ils savaient compter, et personne n'avait de problème pour compter. Et aujourd'hui, on a l'impression que compter, la proportionnalité, la règle de 3, etc., c'est devenu compliqué. Alors ça nous emmènerait dans un débat qui peut durer des heures. Chacun a sa vision des choses. Je pense qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir toutes sortes d'outils qui comptent pour nous qu'il n'y a plus de nécessité à compter. Mais il y a des choses qui sont effectivement pas très compliquées si on se dit j'ai confiance, je vais le faire, je vais comprendre, et effectivement je comprends. Peut-être une dernière question ? Bonjour, je voulais vous demander du coup par curiosité si vous étiez intéressé à la pratique de l'équitation
notamment dans le cadre sportif des compétitions, parce qu'il y a quand même deux particularités. C'est d'abord celui d'allier deux modèles qui sont l'humain et le cheval, et puis c'est quand même le seul sport où les hommes et les femmes sont ensemble et concourent ensemble. Alors moi, c'est une des premières choses que j'ai fait, c'était du poney quand j'avais 5 ans. Et on a écrit un article, oui, sur le cheval de course. Donc il reste très peu de temps, je vous dirais juste que oui, je m'y suis intéressée et ça a intéressé. Parce que si vous voulez, sur la course à pied, on n'a pas changé la vie des coureurs. On comprend des choses. Sur le cheval, on a changé la vie parce qu'il y avait plein de mesures qui n'étaient pas faites et les gens ne le savaient pas. La première chose qu'ils ne savaient pas à France Gallo, c'est que les chevaux ralentissaient dans les virages. Ils ont dit, c'est pas possible, vos mesures sont fausses. Un cheval, ça accélère. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On a très envie de continuer à plonger avec vous dans le langage mathématique, mais ça tombe bien parce qu'il y a une dédicace qui est organisée avec Amandine Aftalion donc dans le hall. Et je vous invite vivement aussi à aller voir l'exposition qui est au Salon des visiteurs. Et là, on comprendra encore mieux, de façon très pratique, les liens entre le sport et les mathématiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.